Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est dédiée cette fois-ci à la chronologie DC Comics. Parce que les premiers titres DC Prime, donc la nouvelle ère DC Comics, arrivent en France sur Urban Comics, 3 albums, Superman Dark Prophecy, Batman Ghost of Gotham et le retour tant attendu de la Justice League avec Justice League Unlimited par Mark Waid et Dan Mora. 3 titres qui fonctionnent comme des points d'accès, donc vous pouvez vous lancer dedans, même si Superman je vous conseillerais pas forcément, parce qu'il vaut mieux avoir lu les Dawn of Superman avant, mais pour les deux autres titres ça fonctionne parfaitement, et pour Justice League Unlimited, c'est Mark Waid et Dan Mora, une équipe artistique au sommet, qui a prouvé à maintes reprises qu'elle était ultra talentueuse et qu'elle fonctionnait parfaitement ensemble. Mais comme souvent, à chaque relaunch, la même question revient, la même rengaine, c'est le même son de cloche. Est-ce que c'est accessible ou pas? Eh oui, c'est toujours le problème dans les comics, personne ne sait ce qu'il y a accessible ou pas, et donc personne n'ose se lancer, et donc, eh bien, personne ne lit quoi que ce soit. Non, c'est pas si vrai que ça quand même. Non, DC Comics, c'est quand même vachement plus simple, plus aidé en fait par des éléments de compréhension. Je pense aussi que j'ai plus l'habitude à titre personnel de maîtriser l'univers DC Comics, je lis énormément de DC Comics, et donc c'est peut-être un peu plus facile pour moi. Puis surtout, DC Comics, ils font pas des events tous les 6 mois, contrairement à Marvel, donc c'est un peu moins chiant à suivre. Bref, c'est un vaste chantier, mais on va essayer de vous guider dans cette vidéo, pas à pas, en reprenant les grands événements disponibles en VF ou publiés en VF. Attention, je ne parle pas ici des événements VO, parce que sinon, j'ai pas fini. Et puis on va pas se perdre dans ce tissu incommensurable qu'ont été les années 90, où il y a eu plein de trucs. On va vraiment se limiter aux événements principaux qui ont impacté la continuité, et qui ont pu permettre des points d'accès derrière ou qui ont bousculé en profondeur la chronologie et la continuité de l'univers DC Comics. Donc pas la peine en commentaire de me dire « Vous n'avez pas parlé de Zero Hammer !» Oui, bah c'est pas dispo en VF, donc je m'en fous, ok? Pas la peine de me dire non plus « Vous n'avez pas parlé de Final Night alors que c'est important parce qu'il y a un truc comme ça qui se passe dedans !» On s'en fout. Vous n'avez pas parlé de tel truc parce qu'il y a un poil de cul à ce moment-là. M'en fous. D'accord? Arrêtez de me harceler. Je souffre déjà assez. Merci. Donc, point supplémentaire, on ne parlera pas du multivers non plus. Parce que oui, le multivers a eu des impacts, et c'est ce qui impacte le plus en fait la continuité DC Comics. Mais on va pas partir en couille avec Multiversity à vous expliquer les 52 terres parallèles de l'univers DC Comics. Je vais pas non plus vous faire souffrir, hein. Bon, quand même. Je suis cruel, mais pas à ce point-là. Bref, on va vraiment reprendre les choses d'abord dans l'ordre et ensuite on vous donnera notre avis, nos explications, comment ça fonctionne et quel est le meilleur point d'accès, le meilleur point de départ finalement pour se lancer dans l'univers DC Comics. Spoiler, il y en a plusieurs. Bref, c'est parti, générique. Le premier récit majeur dans la chronologie DC Comics, c'est Flash of Two Worlds. Un récit fondamental, il met en place en fait tout simplement le multivers DC Comics. C'est la réunion entre deux Flash, Jay Garrick et Barry Allen de l'autre côté, qui montre bien que le multivers existe dans l'univers DC Comics, et c'est vraiment un premier récit majeur, un récit charnière. C'est pas le récit le plus indispensable de l'histoire, c'est pas par là qu'il faut avoir commencé ou qu'il faut l'avoir lu, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'univers DC Comics, mais c'est un point majeur dans la chronologie DC Comics, et pour moi c'est le premier récit essentiel de l'univers DC Comics. Il est dispo en français uniquement dans l'anthologie DC Comics. Cette anthologie, si vous êtes fan de DC Comics, que vous avez envie d'avoir des éléments de compréhension sur sa chronologie et ses débuts, c'est vraiment le meilleur morceau à lire, parce que, bon, il n'a pas été réactualisé depuis quelques années maintenant, mais ça garde quelques bases et des récits qui sont inédits en VF jusque-là. Donc vraiment, lisez-le parce que c'est très important, et les premières apparitions de la Justice Society of America dedans, le Flash of Two Worlds, c'est vraiment un récit majeur. J'en profite aussi, pareil, si vous voulez continuer à creuser sur la chronologie DC Comics, lisez l'anthologie Flash. Parce que Flash, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui sont plus dispo en VF, mais c'est un perso hyper important pour tout ce qui est chronologie, continuité et multivers. En fait, Flash, il est toujours au cœur des bouleversements de l'univers DC Comics. Donc, vous pouvez lire aussi l'anthologie Flash, c'est un très très bon moyen de vous y mettre. Bref, donc premier récit fondamental, Flash of Two Worlds, dispo dans l'anthologie DC Comics. On va passer ensuite dans les années 80 avec Crisis on Infinite Earths en 1987, si ma mémoire ne me fait pas défaut, sinon le monteur me corrigera. Crisis on Infinite Earths, c'est vraiment le premier gros event maxi-série en 12 épisodes par Mark Wolfman et George Perez, et c'est un récit majeur qui va avoir énormément de conséquences et qui bouscule en fait tout l'univers DC Comics après, à tel point qu'on
on est presque sur un soft reboot ensuite, puisque plein de personnages vont être complètement modifiés par la suite. Et surtout, le multivers DC Comics va être complètement bouleversifié, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des personnages, des versions alternatives qui existent, et en fait, il y en a plein qui pullulent à ce moment-là. DC Comics a vraiment envie de remettre à plat les choses pour que ce soit moins complexe et permettre à un nouveau lectorat d'accéder aux comics. Ça me dit quelque chose, cette idée, dis donc. Wait a minute. C'est pas l'idée qu'il y a tous les ans chez Marvel avec un numéro 1 tout le temps? Ah bah si, tiens. Comme quoi, c'est pas aussi neuf, en fait. Crisis on Infinite Earths va vraiment remettre à plat les choses, redéfinir l'univers DC Comics. On va supprimer le multivers à ce moment-là. Voilà, on invente cette histoire de l'Anti-Monitor, qui est un peu comme Galactus, aime bien bouffer des planètes, apparemment. Sauf que l'Anti-Monitor, il aime carrément dévorer l'énergie cosmique du multivers. Ça me rappelle pas l'Avengers de Hickman, ça non plus? Putain, mais dis donc, c'est vraiment dans les vieux pots qu'on fait les meilleures crèmes. Hein. Bref, Crisis on Infinite Earths, c'est vraiment le premier récit vraiment majeur dans la chronologie DC Comics. Parce que des personnages vont mourir à ce moment-là, Supergirl, Barry Allen par exemple, mais aussi parce que voilà, le multivers va être terminé, va être clôturé pendant très très longtemps à partir de là, et que dans les conséquences, eh bien, il y a Batman année 1 par exemple, qui est vraiment le récit des origines de Batman et qui va perdurer pendant très très longtemps, bon, qui perdure encore aujourd'hui puisque tout le monde a oublié d'y relire, tant mieux. Superman, il va quasiment être rebooté, remis à jour, au goût du jour, en fait, réactualisé par John Byrne pendant de très longues années. C'est dispo dans les Superman Chronicles. Voilà. Crisis on Infinite Earths, vraiment, pendant près de 20 ans, ça va être les bases d'une nouvelle chronologie, d'une nouvelle continuité pour DC Comics. Même Wonder Woman, par exemple, elle est complètement redéfinie avec George Perez, parce que la mythologie grecque, il prend une importance très très majeure, très massive à ce moment-là. Donc vraiment, Crisis on Infinite Earths, si vous voulez suivre la chronologie DC Comics et les choses dans l'ordre, ce que je vous conseille pas de faire, c'est le premier moment charnière, le premier pivot essentiel dans la chronologie. On passe ensuite 20 ans plus tard avec Infinite Crisis. Ici, 5 volumes dispo en VF, pas tous, parce que sinon c'est pas drôle. C'est un petit peu le problème. Certains des récits qu'on va mentionner dans cette vidéo ne sont plus dispo à l'heure actuelle en VF. On espère qu'ils seront réédités, mais je tiens quand même à en parler pour être exhaustif. Et ils ont été publiés en VF à un moment donné, donc peut-être que vous pouvez les trouver d'occasion, peut-être dans une autre édition avec les Eagle Moss, et peut-être que ce sera réédité dans une autre collection à un moment donné. Bref, Infinite Crisis, c'est vraiment le deuxième pivot, la deuxième charnière de l'univers DC Comics, puisque encore une fois, il va y avoir des bouleversements majeurs, des gros impacts dedans. L'impact principal d'Infinite Crisis, c'est qu'il va y avoir une pause pour les super-héros de 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, Batman, Superman, Wonder Woman, les gros super-héros, eh bien, ils vont disparaître et laisser la place à leur sidekick. Mais Infinite Crisis, c'est aussi le retour du multivers, puisqu'en fait, ça gère un petit peu les conséquences de Crisis on Infinite Earths, et ça essaye d'effacer un petit peu ce qui a pu être mis en place par Crisis on Infinite Earths, en réouvrant le multivers à ce moment-là. Voilà, c'est une des nombreuses conséquences d'Infinite Crisis, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Je pourrais aussi citer le récit Crise d'identité, puisqu'il sert un petit peu de prologue, en fait, à Infinite Crisis, donc ça peut être intéressant de le lire, même s'il n'a pas fondamentalement de gros impacts sur l'univers et sur la chronologie de DC Comics. Mais donc Infinite Crisis, c'est vraiment un récit majeur, massif. C'est dispo en 5 tomes parce qu'il y a beaucoup de prologues et beaucoup d'éléments en fait à comprendre pour pouvoir le lire facilement. C'est vraiment très très dense, mais c'est une pure réussite. Jeff Jones fait, à mon avis, ce qui est de plus accessible en fait en termes de crise, parce que, eh bien, ça vous explique parfaitement ce qui s'est passé pendant Crisis on Infinite Earths. Ça vous en explique bien les tenants et les aboutissants, et ça va ramener plein de trucs sur le devant de la scène. Voilà, après Infinite Crisis, en fait, il va y avoir plein de grands auteurs qui vont arriver, Grant Morrison sur Batman, Jeff Jones sur Green Lantern. Ils vont vraiment profiter, en fait, de cette bascule à nouveau avec le multivers DC Comics pour relancer plein d'anciens personnages. Et donc, ça a été un second souffle, en fait, pour l'univers DC Comics, qui était un petit peu en perdition à ce moment-là. Donc, Infinite Crisis, vraiment le deuxième point majeur dans la chronologie DC Comics. Petit bonus, vous pouvez aussi lire la série 52, juste après Infinite Crisis, puisque eh bien, elle va expliquer ce qui s'est passé vraiment de majeur dans l'univers d'ici, après Infinite Crisis et pendant l'année de trou. 52, c'était vraiment une série hebdomadaire, un épisode par semaine pendant 52 semaines, ce qui fait une année. Et donc c'était quasiment en fait en temps réel, c'est une super série avec 4 scénaristes ultra talentueux dessus, Grant Morrison, Greg Rucka, Mark Waid, Jeff Jones. Ils sont en feu absolu sur cette série, c'est une dinguerie. Troisième crise, dans l'ordre chronologique qui arrive très peu de temps après Infinite Crisis, c'est Final Crisis. La crise qui fout un mal de tête pas possible à peu près tout le monde. Mais attention, c'est pas vraiment une crise. C'est-à-dire qu'en fait ça va ramener des éléments, et surtout ça signe le retour de Barry Allen.
c'est aussi un truc assez massif et ça a de l'impact sur le personnage de Batman. Fondamentalement, Final Crisis, je la considère pas comme une crise essentielle dans la chronologie DC Comics. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement la zapper, vous comprendrez quand même ce qui s'est déroulé dans les grandes lignes sur la chronologie DC Comics. Il n'y aura pas trop de problème là-dessus, puisque ce qui s'est déroulé dedans est répété ad nauseum dans plein d'autres séries, dans Jeff Jones présente Flash, dans Grant Morrison présente Batman, par exemple. Donc vraiment, Final Crisis, je pense que ça vaut pas trop le coup de s'attarder dessus, puisque comme je le dis, il n'y a pas forcément beaucoup de conséquences dessus. C'est Grant Morrison qui fait du Grant Morrison, donc ça va filer la migraine à pas mal de monde, et c'est surtout à mon avis un récit sur Superman avant d'être une crise. Petit aparté quand même aussi sur Blackest Night. Blackest Night n'a pas le nom de crise, il n'y a pas Crisis dans son titre, pourtant c'est très très important sur pas mal de conséquences. C'est lié au run de Jeff Jones sur les Green Lantern, mais ça peut se lire tout à fait tout seul. Et en fait, ça signe le retour de plein de personnages assez majeurs dans l'univers DC Comics. Et c'est quand même assez important, là, pour le coup, dans la chronologie. C'est dispo en 2 tomes, que ce soit en Nomade ou en format classique chez Urban Comics. C'est franchement extraordinaire à lire, Blackest Night. Vraiment très très bien. Ça risque de vous brancher à fond sur les Green Lantern si vous n'y connaissez absolument rien. Et on en arrive au point fatidique. Le moment où DC Comics a pété un plomb. C'est le moment où il publie Flashpoint. Flashpoint, c'est un récit dispo en complet, en un seul tome. Vous avez aussi des tomes annexes, le monde de Flashpoint, je ne vous conseille pas de les lire. Lisez juste Flashpoint, ça suffira pour la chronologie DC Comics, le reste est vraiment accessoire, et c'est si vous avez adoré Flashpoint. Dans Flashpoint, Barry Allen se réveille dans un univers parallèle, où il n'a pas ses pouvoirs, et où sa mère est encore en vie. Ça lui pose quelques petites questions, et il va se rendre compte qu'il y a quand même des trucs un peu bizarres dans cet univers parallèle. Par exemple, Batman, c'est Thomas Wayne, qui est un Batman ultra violent et un peu vénère. Il y a une guerre entre les Amazones et l'Atlantide d'Aquaman. Bref, c'est un peu le bordel dans cet univers, et en fait il va se rendre compte qu'il y a plein de trucs qui sont partis en vrille, et que la chronologie classique de l'univers DC Comics, elle n'existe plus à ce moment-là dans cet univers parallèle. Par exemple Superman, eh bien elle n'existe pas. Et donc Barry, eh bien, il va chercher à tout prix à retrouver ses pouvoirs, et à refaçonner la chronologie classique de DC Comics, mais en faisant ça, il va foutre le bordel, parce que sinon c'est pas drôle, évidemment. Et donc à la suite de Flashpoint, va naître la période des New 52, les nouveaux 52, dispo sous le titre DC Renaissance chez Urban Comics. Une période que j'ai envie d'oublier tout le temps. Bref, les New 52, c'est un reboot. Ici, je vous ai déjà parlé dans le lexique des comics de la différence entre relaunch et reboot. Donc relaunch, reboot, il y a vraiment une différence majeure à faire là-dessus. Reboot, on efface tout, on repart à zéro. Les New 52, c'est ça. À la suite de Flashpoint, on repart à zéro sur quasiment tout le monde. J'ai bien dit quasiment. On repart pas à zéro sur Batman, on repart pas à zéro sur Green Lantern. Parce que sur Batman, c'était Grant Morrison qui était en plein milieu de son run, il avait encore des trucs à conclure, donc on n'a pas tout effacé, en fait on a gardé quasiment tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu Dick Grayson, il y a eu Jason Todd, il y a eu Tim Drake, il y a eu Damian Wayne. Donc ça n'a pas été effacé. Chez Green Lantern, c'est un petit peu pareil, tout n'est pas effacé, tout n'est pas remis à plat, parce que Jeff Jones, il est en train de finir son run, et donc on n'avait pas envie de lui casser les pieds, surtout que c'était lui l'architecte de DC Comics à ce moment-là, donc il faisait un peu ce qu'il veut. À part ça, c'est un reboot quasiment complet, le personnage qui va en souffrir le plus, c'est Superman, le personnage qui va en profiter le plus, c'est Aquaman. À tel point qu'aujourd'hui, Aquaman, eh bien, il est encore dans cette dynamique très New 52, en fait, avec, on reprend, en fait, on a vraiment gardé les bases de ce personnage-là, on n'est pas trop revenu en arrière là-dessus. Par contre, Superman, littéralement, pendant New 52, il s'est fait bousiller la gueule, c'est-à-dire qu'on lui a marché dessus à coups de pompe, et on l'a écrasé, En fait, c'est un symbole de l'ambiance New 52, un truc grim and grittier, comme ils aiment dire aux États-Unis, c'est-à-dire une période très très sombre, très très noire, où c'est tragique, c'est bresson, c'est noir, c'est sombre. C'est un peu le côté caricatural de l'univers DC Comics, et ça fonctionne absolument pas. Le Superman New 52 dedans, il a plus les parents Kent pour le guider dans le monde, il est un peu paumé, il est très isolé, il broie du noir, il n'est pas symbole d'espoir comme on peut l'avoir à côté de ça. Donc c'est franchement souvent très très lourd à lire, très lourdingue. Ils ont effacé tout ce qui s'était passé de bien avec Superman, le mariage avec Lois Lane, les liens avec Jimmy Olsen, enfin bref, tout ce qui avait existé avant sur Superman, ça a été complètement réduit à néant et effacé. Et donc c'était très très dommage et très très chiant. À tel point qu'aujourd'hui cette période des New 52, elle n'existe quasiment plus, en fait ça n'a quasiment plus aucune forme de conséquence dans l'univers DC Comics. Superman par exemple, avec la période qui va suivre, eh bien il est complètement remodifié à nouveau et on reprend l'ancienne version parce que c'est beaucoup plus simple. Les New 52, ça avait très très bien démarré, mais ça a vraiment généré un gros bad buzz très très vite, parce que les gens perdaient de vue qui étaient les héros classiques, ils ne retrouvaient plus ce qu'ils aimaient dans l'univers DC Comics, et finalement même le nouveau lectorat ne s'y retrouvait plus, puisqu'en termes de qualité de scénario, c'était quand même pas ça, il faut bien le dire. Les New 52, c'est vraiment aujourd'hui une forme de parenthèse désenchantée dans l'univers DC Comics, et on va éviter de trop en parler, sinon je vais devenir vulgaire.
On va enchaîner ensuite à la fin des New 52 avec la période DC Rebirth. Puisque voilà, DC Comics a bien compris que la notion d'héritage, la notion de transmission, qui a été oubliée pendant les New 52, elle tient à cœur au public, et que bien c'est peut-être le meilleur moyen de rebooster les ventes qui étaient vraiment en pente très très glissante à la fin des New 52. Donc Geoff Johns, l'architecte principal de DC Comics à cette période, eh bien il est mis sur le devant de la scène pour piloter une intrigue pendant une période qui va s'appeler DC Rebirth. En fait, à partir de ce moment-là, l'univers DC Comics va fonctionner en période. C'est-à-dire qu'il va y avoir des grandes trames narratives qui vont être dessinées, et toutes les autres séries vont suivre leurs trames, leurs intrigues dans leur coin toutes seules, sans forcément être impactées par cette trame principale. C'est ce qui est avantageux finalement avec DC Comics, c'est que vous avez une trame principale qui se suit dans quelques récits, mais que au-delà de ça, vous pouvez ne pas la suivre. Vous pouvez décider de l'occulter complètement, ce ne sera pas du tout gênant si vous voulez juste suivre quelques personnages. Mais Superman Rebirth, voilà, c'est vraiment le retour de moments très très importants et de choses très majeures dans l'univers DC Comics. Ça va être le retour par exemple de la relation entre Green Arrow et Black Canary, qui était fondamentale et qui avait été complètement virée pendant les 52. Normal, c'était un reboot. Mais pendant les 52 numéros de Green Arrow New 52, ils n'avaient même pas pensé à remettre ça en place. Pareil pour le personnage de Superman, comme je vous l'ai dit, qui avait été complètement bousillé. À tel point que, à la fin des New 52, ils ont fait revenir par un coup de chapeau le personnage de Superman pré-New 52, donc en gros celui de la période Infinite Crisis. Ils l'ont fait revenir, ils l'ont fait coexister avec le Superman New 52 à ce moment-là, et pendant Rebirth, ils les font fusionner ensemble tous les deux pour effacer et éjecter complètement le Superman New 52 et ne garder que Superman Rebirth. Superman Rebirth, c'est le retour d'un Clark Kent marié avec Lois Lane, qui ont un enfant, Jonathan Kent, qui deviendra Superman quelques années plus tard. Bref, c'est vraiment le retour à cette idée de transmission et d'héritage qui est fondamentale dans l'univers DC Comics. Mais le retour le plus majeur dans la période Rebirth, c'est Wally West, le petit rouquin speedster qui avait été complètement dégagé pendant les 52 et ici qui devient vraiment le cœur émotionnel de cette intrigue DC Rebirth. On va le suivre en fait pendant plusieurs récits assez charnières. Vous pouvez lire Heroes in Crisis ou pas, vous n'êtes pas obligé, hein, moi je vous le déconseille. Vous pouvez lire Flash Rebirth, voilà. Wally West, ça va vraiment être le cœur vibrant de cette période Rebirth. Et grâce à lui, en fait, c'est vraiment le retour de toute cette idée d'héritage et de transmission, parce que Wally, c'est un des cœurs vibrants absolus de l'univers DC Comics. Vous avez aussi Nightwing qui devient beaucoup moins sombre que pendant la période New 52, et ça c'est vachement bien. Donc la période Rebirth, c'est vraiment remettre en place l'espoir, la transmission, l'héritage au cœur des valeurs de l'univers DC Comics. Et vous allez avoir quelques récits majeurs à ce moment-là pour suivre l'intrigue Rebirth. Ça commence dans le one-shot DC Univers Rebirth, qui est dispo soit dans un gros pavé à 35€, soit avec notre variante à 9,80€. C'est vous qui faites votre choix, je vous incite pas. Ensuite, vous allez avoir DC Rebirth, le badge, DC Rebirth, Superman, et enfin Doomsday Clock, qui vont mettre fin, j'ai envie de dire, à la première période de l'intrigue DC Rebirth. Qui va ensuite se terminer complètement dans Batman Death Metal. Récit que j'aime bien, même s'il part un petit peu en couille, parce que c'est Scott Snyder, faut pas déconner, ça part toujours un petit peu en couille avec lui. Mais Batman Death Metal, c'est vraiment le moment où tout ce qui a existé précédemment dans l'univers DC Comics est remis en place et remis en perspective. Donc tout est réintégré vraiment, alors avec des gros coups de pied dans le cul. Hein. Pas subtil du tout. Mais ça fait du bien quand on est un peu fan comme moi de la continuité et qu'on adore ça et qu'on avait perdu de vue plein d'éléments. C'est vraiment très très chouette de ce côté-là. Donc voilà, c'est vraiment ces récits-là qui vont former le cœur de la période DC Rebirth. Donc si vous voulez la suivre, eh bien il faut passer par là. Bon évidemment, il y a d'autres récits qui sont un petit peu indispo. Donc je vous ai dit, DC Universe Rebirth, DC Rebirth le badge, DC Rebirth Superman, Doomsday Clock. Vous pouvez lire Doom War et ensuite enchaîner sur Batman Death Metal. Ce sont vraiment ces 6 récits-là qui forment le cœur de la période de la trame de Rebirth. Et ensuite, à l'après, on va passer à DC Infinite. DC Infinite, qui est une période qui a un petit peu paumé les gens parce qu'elle est découpée en 2 saisons. Vous avez la période DC Infinite et ensuite vous avez au cœur de ça la période Dawn of. Donc les récits majeurs de la période Infinite, dans l'ordre, ça va être DC Infinite Frontier, DC Infinite Frontier Justice incarnée, Dark Crisis on Infinite Earths, Dawn of Titans, tome 2, parce que dedans vous avez Beast World, qui est quand même un événement assez important dans la chronologie DC Comics, puis enfin Absolute Power. Donc 5 récits qui forment vraiment le cœur de la période Infinite Frontier. Mais au-delà de ça, Infinite Frontier, c'est encore une fois le retour, en fait, c'est vraiment la marche ultime, j'ai envie de dire, de ce qu'avait tenté de faire Rebirth. Parce que Rebirth conservait quelques petits éléments New 52 par-ci par-là, et n'osait pas fondamentalement aller vers le retour des éléments pré-New 52 complètement. Avec Death Metal, Scott Snyder n'en a plus rien à foutre, il a dit non, ce qui a existé avant existe maintenant, on remet tout en place, tout a existé, tout a eu une importance, et la période Infinite, c'est vraiment, vraiment ça.
Wally West récupère par exemple le titre principal de Flash, Barry Allen se met donc sur le côté, comme c'était le cas avant pendant des années. Il y a plein de trucs en fait comme ça qui vont être remis sur le devant de la scène, et même des trucs qui viennent du multivers, qui vont être remis dans la continuité principale. Il y a vraiment un gros impact, gros chamboulement avec la période Infinite, et c'est vraiment très très cool. Par exemple avec les Green Lantern, même si ça n'a pas été publié en VF, il faut quand même le dire, John Stewart reprend une place de premier de la classe et de premier rang en fait dans l'univers Green Lantern. Elle est un petit peu mise sur le côté. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont chamboulées, qui sont modifiées à ce moment-là, et c'est vraiment super bien. DC Infinite, c'est une période très très cool qui fonctionne super bien quand on est fan de la continuité classique et de l'idée d'héritage et de transmission dans l'univers DC Comics. Et donc franchement, c'est très très cool à suivre. Et la nouvelle période qui arrive, DC Prime à la suite de Absolute Power, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir lu la période précédente, vous pouvez vous lancer dedans assez facilement. Donc il y a 3 titres qui vont arriver, Justice League Unlimited qui est vraiment le fer de lance de cette période-là, Batman Ghost of Gotham, où Tom Taylor arrive sur le titre et opère vraiment un nouveau point d'accès, vous pouvez démarrer par là sur du Batman, c'est pas du tout gênant, vous pouvez y aller. Et enfin Superman Dark Prophecy, c'est un petit peu plus compliqué parce que Joshua Williamson continue les intrigues qu'il avait lancées dans les 3 premiers tomes de Dawn of Superman, notamment avec Lex Luthor. C'est un petit peu compliqué je trouve de se lancer dedans, même si ça marche, parce qu'il y a toujours un résumé de la part d'Urban, donc vous pouvez y aller. Mais c'est un petit peu plus complexe et je vous conseille quand même de lire les 3 tomes de Dawn of Superman. En plus c'était excellent, donc pourquoi vous en priver. Donc voilà, l'ère DC Prime, j'ai envie de dire que techniquement en VO, on va un peu attendre de voir ce qui va être fait en VF. C'est censé être le retour encore une fois de plein de choses et notamment de plein de personnages secondaires qui avaient commencé à être remis en place avec Dawn of, des Green Arrow par exemple, des Power Girl, tous ces personnages là qu'on n'a pas eu nous en VF. Donc je sais pas trop quelle va être l'optique finalement adoptée par Urban Comics en France. Ce qu'il faut retenir, c'est que DC Prime, ça fonctionne encore une fois très bien si vous voulez vous lancer dedans. Si vous voulez vous lancer dans la Justice League, ça marche très bien parce que ça fait des années qu'on n'a pas eu une série aussi qualitative sur la Justice League. Et quand je dis des années, je dis bien des années. Batman Ghost of Gotham, ça marche aussi très très bien parce que Tom Taylor, bon, il est très très efficace et il reprend la vibe enquêteur de Batman, donc c'est très très cool là-dessus. Et Justice League Unlimited, j'en parle même pas, c'est Mark Waid et Dan Mora. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose de plus? Je ne pense pas. Lisez World Finest. Donc DC Prime, on verra un peu comment c'est mis en place chez Urban Comics. Voilà, on va attendre un petit peu de voir quelles sont les séries publiées, notamment s'ils continuent avec Green Lantern, s'ils continuent avec du Green Arrow, s'ils vont essayer de faire du Aquaman. En tant que tel, c'est vraiment une période très très cool pour la suivre en VO parce que voilà, il y a plein de personnages secondaires qui sont mis en avant. Superman prend vraiment le lead dans cet univers. Bon, évidemment, il y a un film qui sort, donc il faut le mettre en avant. Mais à l'heure actuelle, Superman, il a beaucoup plus de séries que Batman, par exemple. Et c'est très cool parce que Superman, c'est pour moi le cœur vibrant vraiment de l'univers DC Comics. C'est le symbole d'espoir, le transmetteur, celui qui porte en lui toutes les notions cardinales en fait de l'univers DC Comics. Donc c'est super cool de voir vraiment Superman être mis en avant à ce point-là. J'espère que ce sera pareil en France. S'il vous plaît, Urban, déconnez pas. Il y a plein de personnages secondaires qui sont mis en avant. Et voilà, comme je le dis, on attendra de voir ce que Urban Comics va faire. Dernière partie pour cette vidéo, après vous avoir présenté cette chronologie, on va vous donner quelques conseils pour suivre finalement la chronologie. C'est-à-dire à quel moment démarrer en fait l'univers DC Comics si vous voulez vous plonger dedans. Alors vous pouvez faire dans l'ordre chronologique, comme je l'ai présenté là. Mais c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Moi j'ai tendance à conseiller de commencer par Infinite Crisis. Le problème c'est que c'est pas tout dispo en VF. Bref, donc ça c'est un dispo pour l'instant. En attendant que ce soit à nouveau disponible, je vous donne une autre option. Dans beaucoup de vidéos chronologie sur DC Comics, les gens vont vous dire commencez par DC Renaissance, New 52. Abandonnez cette idée, c'est vraiment une très mauvaise idée pour moi. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué, les New 52 aujourd'hui c'est considéré comme étant une parenthèse désenchantée dans l'univers DC Comics. C'est-à-dire qu'à 2-3 exceptions près, il n'y a plus aucune conséquence à ce qui s'est passé pendant les New 52. Ok? Donc, vaut mieux pas commencer par là, parce qu'en fait, vous allez apprendre des trucs qui n'ont plus de conséquences aujourd'hui. Moi, je vous conseille de démarrer par Rebirth. Que ce soit les séries Superman Rebirth, Flash Rebirth, Green Arrow Rebirth, par exemple, c'est vraiment 3 excellentes séries qui fonctionnent parfaitement, que vous pouvez lire toutes seules. L'intrigue globale de Rebirth est en plus très très cool, vraiment très chouette à lire. Il y a vraiment plein de choses super bien. Et en fait, c'est le retour aux valeurs classiques, cardinales, traditionnelles de DC Comics. Donc en fait, si vous voulez connaître et comprendre l'univers DC Comics, bah, c'est par là qu'ils font fonctionner. Parce que DC Comics, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas sombre et sans humour, sans aspérité, avec des personnages qui sont tous en train de se plaindre et de râler constamment. Non, DC Comics, ce n'est pas du tout ça. Et donc la période Rebirth va vous le démontrer par A plus B. Donc c'est à mon avis le meilleur point d'attaque. Après, vous pouvez aussi commencer par DC Infinite ou par DC Prime. Les périodes récentes fonctionnent très bien en tant que point d'accès. Par exemple sur Batman, il n'y a pas besoin de se taper toutes les séries depuis New 52, ça ne sert à rien. Vous pouvez juste lire Batman Rebirth si ça vous intéresse.
Bon, lisez pas Batman Infinite parce que c'était pas bien, lisez pas Batman Dark City non plus parce que c'était pas bien, mais vous pouvez lire Batman Nocturne par exemple. Ça fonctionne très bien en tant que point de départ sur le personnage. Superman Infinite, Dawn of Superman, ça marche aussi parfaitement. Pareil pour Flash. Vraiment, les séries Rebirth Infinite, à mon avis, ce sont les meilleurs points d'accès récents si vous voulez vous lancer dans la continuité DC Comics. Alors, j'ai peut-être oublié quelques petits trucs par-ci par-là. Mais ce qui est important à retenir aussi, c'est que pendant la période Rebirth Infinite, il y a plein de personnages secondaires qui ont été mis en avant. Aquaman, Blue Beetle, Poison Ivy, j'en oublie d'autres, Green Arrow, Green Lantern par exemple. Shazam, ce sont des personnages qui ont énormément besoin de soutien. Je l'ai déjà dit quand j'avais fait la vidéo sur les Dawn of DC. Vraiment, ce sont des personnages majeurs et qui ont besoin en fait d'être poussés en avant. Parce que l'univers DC Comics, ça n'est pas que la Trinité, Batman, Superman et Wonder Woman. Il y a plein d'autres personnages qui existent à côté de ça et qui sont tout aussi intéressants, tout aussi passionnants à découvrir. Vraiment, lancez-vous dedans. Si vous aimez le cosmique, les aventures dans l'espace, si vous aimez la magie et les aventures façon Goonies, lisez du Shazam. Si vous avez envie de lire du thriller urbain, lisez du Green Arrow, avec un sentiment d'aventure, un personnage super cool. Vraiment, allez là-dessus et découvrez ces choses-là. Ne vous limitez pas juste à Batman, Superman et Wonder Woman, parce que c'est pas ça, juste DC Comics. DC Comics, c'est avant tout un univers complet, riche, dense, dans lequel il faut vraiment se plonger avec passion et envie. Et il faut se délecter de toute la richesse de personnages qu'on peut avoir. Donc vraiment, foncez dessus et découvrez tous ces aspects-là de l'univers DC Comics. Soyez curieux, faites preuve de curiosité et allez vraiment à fond dans le catalogue DC Comics. Puisez dedans, n'ayez pas peur de ne pas tout comprendre. C'est généralement facile d'accès, tout est expliqué, réexpliqué par les différents scénaristes en place. Donc allez dessus, n'ayez pas peur. Et au pire, si vous ne comprenez pas quelque chose, on est là. Il y a les communautés sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, partout. Vous pouvez poser des questions. Il y a même des pages Wikipédia qui sont bien faites. Si vous lisez l'anglais, évidemment, mais il y a Google Trad. Donc vraiment, allez dessus, n'ayez pas peur, ne craignez pas les choses. Et juste, lancez-vous. Si un personnage vous fait plaisir, foncez dessus, prenez un tome et kiffez votre race. C'est tout ce qu'on peut vous dire. C'est tout pour cette vidéo très très longue sur la chronologie DC Comics. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve évidemment sur excaliburcomics.fr. Et puis n'hésitez pas à nous dire s'il y a des éléments que vous n'avez pas compris, s'il y a des choses à rajouter que j'aurais pu oublier par exemple. Sauf si c'est des récits qui ne sont pas dispo en VF, n'oubliez pas. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker cette vidéo. On compte sur vous et sur votre soutien. Et n'oubliez pas, à 5000 abonnés, le patron met une perruque. Attention, l'objectif est encore loin, mais ça vaut le coup. Ciao!